Écoutez, merci à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Haute Densité. Sauf erreur de ma part, c'est la 3e saison. Absolument. C'est ça, hein? Absolument, oui. Bon. Donc, 3e saison d'Haute Densité, toujours le même esprit. Pour nous, Cap Digital, je dis souvent, un de nos métiers, c'est de produire de la connaissance et de veiller à ce qu'elle soit bien partagée. On n'a pas toujours le même avis sur des sujets aussi complexes que l'IA et les transformers, mais ce qui est certain, c'est que quand on ressort de Cap Digital, on a son propre avis et on a le sentiment d'avoir aidé les autres à comprendre des choses qui nous semblent complexes la plupart du temps, parfois être convaincu par ce qui est dit, ou être renforcé dans ses idées et dans ses opinions. Pourquoi ? Parce que derrière, on veut créer des dynamiques de projet. C'est notre métier, animer un écosystème, créer de la dynamique de projet, vous accompagner dans ses montages et dans ses financements. On le fait plutôt pas mal. 2025, pour vous donner quelques chiffres, c'est entre 35 et 50% de succès sur les dispositifs de financement. C'est 93 projets, c'est 350 millions d'euros investis par la communauté de Cap. Donc Haute Densité participe de ça. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous sommes en train de réviser notre feuille de route stratégique et que souveraineté technologique et décarbonation de l'économie seront les 2 axes majeurs de notre prochaine mandature. Donc bienvenue à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, j'allais dire de la porte, vous l'avez fait, mais de l'association. Et pour ceux qui sont déjà présents, tenez-vous prêts, on va démarrer assez vite. Ce soir étant peut-être une première étape. Saluer aussi Philippe Luce et Eclairion, donc un partenaire maintenant de longue date, qui, au-delà de construire des infrastructures de calcul et accueillir les machines les plus performantes du monde, c'est un acteur qui est aussi toujours très attentif, et j'en suis le témoin, donc à soutenir justement des démarches collectives et collaboratives qui répondent aussi à ces enjeux de souveraineté et de compétitivité. Donc je pense qu'avec le sujet de ce soir, on est bien servi, Philippe. Je vais te passer la parole. Et évidemment, saluer nos intervenants, les remercier chaleureusement donc pour leur participation ce soir. On aime bien donner la parole aux membres, et parfois à des non-membres d'ailleurs, mais qui sont tout aussi pertinents sur les sujets qu'on veut adresser. Donc bienvenue à vous. Peut-être Philippe, tu redis-nous un petit peu les motivations de ces cycles de conférences qu'on organise maintenant depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans. C'est de la coproduction avec vous, donc c'est par 50-50 en responsabilité. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Philippe Luce, j'ai le privilège, je le dis toujours comme ça, d'être le directeur marketing et com d'Eclairion. Je vous expliquerai pourquoi c'est un privilège rapidement. On a monté un partenariat avec Cap Digital parce que vous en êtes des représentants de la communauté, vous êtes contact, vous êtes ayant droit, qu'ici il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'avancées technologiques, et qu'on essaye de bénéficier de cette communauté à travers vous, à travers ce cycle de conférences, pour échanger non pas des connaissances mais des savoirs. La différence entre les deux, c'est la maîtrise que vous en avez. Et nous, on est en perpétuelle réinterrogation de nos pratiques, de notre environnement technique, des exigences de nos clients. Et donc avoir à la fois une chambre d'écho où on vient, où on apporte nos éléments, mais humblement, et où on a aussi un feedback critique, ça c'est hyper intéressant. Et c'est ce qu'on a réussi mois après mois, et puis maintenant presque pour la 3e année, à construire en partenariat avec Cap Digital. Donc merci à vous de votre présence. Et puis je reviens sur la notion de privilège. Eclairion est une structure unique, et dans mon métier, une innovation, elle est en règle générale incrémentale, elle est rarement de rupture. Là j'ai la chance, et il a fallu attendre longtemps, d'être aux côtés d'une société avec des collègues avec lesquels on a renversé la table. Parce qu'on ne fait pas marginalement mieux, marginalement plus vite ou marginalement moins cher, on change de paradigme. À travers les besoins qui sont ceux de nos clients, à travers leurs besoins d'hébergement. Nous, on est une infrastructure d'accueil de machines de calcul. Ça veut dire qu'on est sous la structure, l'infrastructure, c'est sous la structure. Il y a les couches hautes, pour nous c'est Dieu, c'est les donneurs d'ordre. Et on a la chance d'avoir comme premier client une société qui s'appelle Mistral Compute, dont vous devinez tout de suite que le niveau d'exigence est assez, là aussi, unique.
est assez parfois extravagant. Extravagant dans tous les lots techniques et avec toute la complexité que ça peut amener. La densité électrique qui est le premier facteur, mais même les allocations de budget fibre, même la gestion de la chaleur fatale, mais même la gestion du rapport entre les espaces techniques et les espaces de compute, mais même la sécurisation de tout ça, mais etc. etc. On est dans l'œil du cyclone. Chez nous, il fait beau, mais tout autour, c'est un peu la tempête. Et c'est passionnant à vivre et à accompagner. Je vais peut-être vous demander de lancer la petite vidéo de présentation, puis après, je dirai un mot extrêmement critique sur le collègue qui nous rejoindra ce soir et qui sera notre intervenant, Marc Lévrier. Si vous pouvez passer la petite présentation de Declarion, merci infiniment. Son. Court aperçu de ce qu'est une infraphysique d'excellence et on est en train de déployer mégawatt après mégawatt et à grande vitesse. Le chantier aujourd'hui c'est 250 personnes tous les jours et and growing puisque en plus on va désormais passer au multisite. Je termine rapidement parce que je vais être méchant. Non, je vais être sincère. Je dis toujours que mon boulot à moi c'est de mettre en valeur les compétences des autres, celles de mes collègues. Moi je suis un homme de marketing, mes savoirs à moi sont peu utile à l'échelle d'une société comme celle-là, sauf que il faut mettre en forme, il faut se projeter, il faut être clair sur la proposition de valeur, etc. J'espère être aidant sur ce sujet. Là où je voulais en venir, c'est que le collègue que vous allez écouter ce soir, c'est celui que je jalouse le plus au sein de la société. Il a évidemment des compétences qui sont directement opposées aux miennes, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des conversations passionnantes lors de certaines soirées en Moselle, mais c'est lui qui porte nos questions. C'est lui qui voyage avec nos questions, c'est lui qui est en avance de phase pour aller vérifier telle hypothèse technologique, tel partenariat possible. Pour réussir à déployer ce qui a déjà été déployé, c'est 90 entités et sociétés qui ont été assemblées et mises bout à bout dans notre propre chaîne de valeur. Donc on ne fait pas tout seul, on n'est pas seul au monde, loin s'en faut. Et Marc est un peu la pointe de diamant de l'épée en matière de veille technologique et de partenariat potentiel. Et donc, il emmène nos questions, et j'ai coutume de dire que les questions sont parfois plus intéressantes que les réponses. Bah, lui, il a toutes les questions à minima. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous remercie d'être là, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine itération, puisque c'est désormais un cycle. Merci Antoine, et bonne soirée. À toi. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais inviter directement nos speakers à nous rejoindre. Olivier, Marc, Loubna, allez-y, je vous en prie. Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes les bienvenus pour cette session. Donc on l'a dit, premier épisode de cette saison 3 du cycle haute densité. Bienvenue. Installez-vous. Pour les besoins du replay, je vais demander dans quelques instants à mes collègues en régie d'envoyer le générique, top générique, quand vous voulez. Plus c'est gros, mieux c'est. Ces dernières années, ce mantra a été un peu la boussole absolue dans le monde de l'IA pour pas mal de personnes, avec cette certitude bien ancrée que pour obtenir des modèles performants, il suffisait d'empiler
plus de données, plus de ressources, plus de paramètres et surtout, toujours plus de puissance de calcul. C'était un peu l'ère de la force brute portée par une architecture reine, le modèle transformer. Et c'est vrai qu'avec ce modèle d'apprentissage profond, l'IA est allée plus loin dans sa capacité à parler, à coder, à générer du contenu, à créer. Et l'architecture transformer, elle a permis évidemment l'essor des LLM, mais elle a révolutionné aussi d'autres pans de l'IA, la vision assistée par ordinateur, l'informatique graphique, la reconnaissance vocale, des prévisions de séries temporelles, et j'en passe. Et ça a été une épopée technologique fascinante. Mais aussi une forme de fuite en avant qui se heurte aujourd'hui à un mur très concret. Parce que cette force brute, eh ben, elle a un prix. Des factures d'électricité qui explosent, une dépendance majeure à des GPU dont on voit bien aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile d'en obtenir, et puis une empreinte énergétique, une empreinte environnementale qu'on ne peut pas ignorer. D'où cette question, est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à la fin d'un cycle ? Est-ce que l'avenir de l'IA, il ne se joue plus dans la démesure, mais dans une forme de sobriété, dans ce qu'on appelle aujourd'hui une IA plus durable ou une IA efficiente. Une bascule où l'on chercherait désormais à faire aussi bien, si ce n'est mieux, mais avec des nouvelles architectures qui promettent de sortir justement de ces modèles transformers, avec des modèles qui sont plus petits aussi, qui sont plus forcément des très grands modèles de langue, et puis avec des IA qui sont plus embarqués, embeddés, qui sont capables de tourner on-device, directement sur nos machines, sans forcément passer par le cloud. Alors, quoi de neuf, vous me direz ? Cette question de l'IA frugale, elle est quand même pas nouvelle. On en parlait nous-mêmes dans la toute première conférence haute densité en octobre 2024. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est pas totalement nouveau. Mais depuis, il y a un truc un peu nouveau, c'est que le monde, il a bien changé. Et que aujourd'hui, parler d'IA efficiente, d'IA frugale, bah, c'est pas simplement se poser la question d'une prouesse technologique ou étudier la question des aspects environnementaux, je vais y arriver. Cet enjeu de l'IA efficiente, eh ben, ils sont plus politiques aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Et l'efficience s'impose petit à petit comme une condition de notre souveraineté numérique ou en tout cas de l'autonomie stratégique, on va en parler de nos entreprises. Parce qu'une IA que l'on peut entraîner et faire tourner sur nos propres infrastructures, en réduisant notre dépense énergétique, en contrôlant les données d'entraînement, des données d'inférence, eh ben, c'est quand même une IA que l'on contrôle vraiment. Et ça va être un petit peu le cadre de nos débats ce soir avec nos intervenants. On va explorer donc cette question des ruptures architecturales. On va parler de revanche du CPU sur le GPU. On va parler de structuration d'une filière française du compute et défi de l'industrialisation de cette IA qui deviendrait donc enfin durable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés 3 experts qui construisent, qui étudient de près cette IA de l'après-transformer. Tout d'abord Loubna Salag, ma collègue, community leader data et IA. Salut Loubna. Bonjour Antoine, bonsoir Antoine. Olivier Debeny, vous êtes fondateur et CEO de Dragon LLM, ex-Lingua Costa et qui vient de rentrer dans le giron d'OVH Cloud depuis quelques temps. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et Marc Lévrier, vous êtes expert cloud et HPC chez Eclairion. Ravi de vous avoir ici. Merci à vous. Et moi, je suis Antoine Allard, je suis le délégué de Cap Digital en charge de l'animation, la communication et des connaissances. Nous sommes donc chez Cap Digital, vous assistez à la première conférence de la saison 3 de notre cycle haute densité. Bonsoir à tous, générique. Ouais, on va changer d'écran, tu as raison, ça serait mieux, on verra nos intervenants. Tout à fait. Eh bien, puisque vous voyez maintenant nos intervenants en vrai et en image, une question toute simple pour se mettre un petit peu dans le bain et une question à chacun d'entre vous. Pour vous, c'est quoi cette ère de l'après-transformer? C'est un slogan, une promesse, une incantation ou est-ce que c'est déjà une réalité? Qui veut commencer? Olivier, je vous sens bien parti. C'est moi. Bonsoir à tous. C'est une contrainte, hein. Et donc ça devient, et c'est une réalité pour beaucoup, cet aspect-là. Alors, pour vous dire un petit peu, moi, d'où je viens, je suis un ancien du secteur financier qui, il y a très très longtemps, s'est dit il faudrait une sorte de
Google Traduction sécurisé et qui fonctionne vraiment pour ce qu'on fait. Ça, c'était il y a 15 ans. La boîte a été créée, on est sorti sur le marché en 2015 initialement pour proposer ça, donc des modèles de langue, on ne parlait pas de LLM à l'époque, mais c'était déjà des modèles de langue dédiés à cela. Et on avait très peu de moyens parce que en fait, je m'y suis pris comme un pied en tant que primo-entrepreneur. Je suis allé voir, j'ai gardé mon job salarié, ce qui est une grosse erreur. Quand on veut créer une boîte, il faut couper les ponts. Donc j'ai fait ça en parallèle à mon job. Du coup, ma seule source de financement, c'était ma tante qui avait 85 ans et qui n'avait pas d'enfant. C'est comme ça que la boîte s'est lancée. Et donc on a créé des modèles de langue, puis ensuite, alors comme je ne suis pas moi-même scientifique ni même ingénieur sur le sujet, donc je venais vraiment du problème, hein, et embauché en 2012 des gens pour leur dire écoutez les gars, j'ai aucune idée de comment on va faire ça, mais en gros j'ai vu qu'il y avait des sortes de modèles statistiques et probabilistiques sur lesquels on pouvait créer des propositions de langue en fait et de phrases uniquement sur la base de la donnée, un entraînement de modèle et une évaluation. Et ça, c'est comment on entraîne aujourd'hui les LLM. Et faire ça à partir déjà de pas grand-chose. Puis, on a suivi le cours. Les transformers sont arrivés. J'ai mon patron de la R&D en 2020 qui est venu voir en disant il y a un truc génial qui va sortir, ça s'appelle GPT. Hein, il faut qu'on regarde ce truc-là, ça va nous permettre de faire plein d'autres choses que la traduction. Hein. C'est génial. Et donc on a poursuivi notre chemin là-dessus, mais toujours en ayant très peu de moyens, en n'ayant quasiment jamais levé vraiment d'argent, à part avec ma tante de 85 ans du départ. Et en effet, donc là, on est en 2020, vous avez créé la boîte en quelle année ? En 2011. On est sorti sur le marché en 2015. Et voilà, on a vendu à OVH il y a un mois. Et donc ma tante a récupéré, qui a 100 ans maintenant, elle est toujours là, a récupéré ses fonds. Et pour lui expliquer et répondre à la question de est-ce qu'on arrive à cette ère de comment tu as appelé ça à la fin ? L'ère post-transformer, voilà, l'après-transformer. Voilà, l'ère post-transformer, et où je devais lui expliquer c'est quoi le transformer et qu'est-ce que nous on fait de différent par rapport à ça. En fait, on a, comme tu le disais, on a changé de nom entre-temps, on a changé de nom l'année dernière. Parce qu'on a sorti une nouvelle architecture hybride, donc pas purement transformer, avec l'objectif d'être plus efficient. Et le principe, comment je lui ai expliqué ça ? Je lui ai dit, écoute, si tu es transformer et que je te pose une question, tu vas devoir réfléchir à tout ce que tu as dit depuis que tu es né avant de me répondre. Tandis que si tu prends une approche, nous on est parti sur une approche hybride avec quelque chose qui s'appelle Mamba, en gros sur des boîtes mémoire. Tandis que si tu prends une approche hybride, je vais te créer des boîtes mémoire et tu vas, en fonction de ma question, choisir la bonne boîte, chercher les bonnes informations pour répondre. Donc du coup, ça va aller beaucoup plus vite, tu vas consommer moins d'énergie. Et ça, elle a compris sur cet aspect-là. Et donc voilà comment on a sorti cette archi hybride post-transformer qui répond à un réel besoin qu'on nous remonte de partout. Nos clients sont beaucoup, venant du monde bancaire, sont beaucoup des institutions financières. Et même des grandes banques très très bien équipées en serveur GPU dernier cri viennent nous voir en nous disant écoutez il faut qu'on trouve une solution parce que on utilise des énormes modèles pour des choses pour lesquelles c'est pas forcément nécessaire d'utiliser une telle puissance de calcul ni même des modèles aussi gros pour les tâches qu'on veut faire. Et en plus de ça, nous banques, on a un legacy business avec des tas de choses qui tournent sur serveur CPU. Et donc on a une problématique mais on veut avoir de l'IA générative, être capable d'analyser des messages Swift entrants, préparer des Swift sortants, mais ça sur des vieux serveurs CPU. Donc c'est des vraies contraintes existantes. Et puis quand on parle, là toujours dans les banques, aux équipes qui sont en charge de l'infra, et qui viennent nous voir en disant il faut vraiment changer des choses parce que dès qu'on installe le dernier serveur GPU et qu'on le met à disposition, à la fin de la journée il est déjà pris et à plein de on ne veut juste pas continuer comme ça. Marc, tu partages cette analyse, c'est la contrainte qui crée vraiment aujourd'hui une forme de bascule ? Oui, en fait, dans notre métier aussi, on court après la compréhension de la contrainte, on essaie de la mesurer, on essaie de voir comment elle se traduit dans notre métier à nous. Donc c'est bon, même si ce n'est pas notre cœur de métier, d'essayer de comprendre l'évolution des frameworks logiciels qui portent toutes les formes d'IA ainsi que leur évolution. Et puis elles ont des extensions maintenant hors de l'IA, comme pour l'agentique. Il faut exécuter, les moteurs d'IA peuvent déclencher des actions qui sont des traitements informatiques traditionnels.
J'ai aussi assisté à une présentation, par exemple, de Dassault Aviation dans le domaine de l'industrie qui, dans sa partie simulation numérique, donc sa partie calcul intensif plus classique, intègre des mini-modèles d'IA pour faire des choix paramétriques permettant de relancer des calculs avec des paramètres plus probants, par exemple. Donc, c'est des toutes petites IA qu'on intègre à d'autres codes qui, eux, sont des codes massifs de calcul intensif, comme ça se fait en simulation numérique depuis des décennies. Donc, il y a plein de manières, il y a plein d'angles de voir, il y a plein d'angles possibles pour observer ça. Mais nous, à la fin, au bout de la chaîne, il faut qu'on comprenne comment l'utilisation de la ressource, qu'elle soit CPU, GPU ou autre, se traduit en termes électriques, qui vont entraîner des contraintes de refroidissement, l'espace que ça prend, on est toujours dans ce triptyque Space Power Cooling, voilà, ça se traduit des choses aussi qui paraissent aussi presque abstraites, en tout cas qui relèvent du logiciel, ont un impact direct ou indirect sur ce qu'on va construire. Et ce qu'on construit, c'est effectivement assez massif, c'est des hectares de construits. Et ce qui est drôle, c'est de voir que l'informatique représente une proportion toujours moindre par rapport au reste de l'usine IA, de l'AI Factory. Aujourd'hui, on va arriver à 20% d'occupation du sol par le data center lui-même, et puis à peu près 35% pour la puissance électrique, et puis le reste pour peut-être 45% à peu près pour le cooling. Et le refroidissement, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à se miniaturiser, alors que la partie IT, elle y arrive plutôt bien. Et quand tu dis aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne l'aviez pas anticipé, ou c'est des choses qui sont classiques, ou est-ce que ça évolue dans les... Déjà, à la création de la société, on n'avait pas anticipé de faire autant d'IA. On ne savait pas, l'IA, c'était au moment où le projet s'est créé, moi je n'étais pas encore dans la société, le but c'était de démocratiser l'accès au HPC, on va dire, à la simulation numérique sous toutes ses formes, et d'être capable de proposer des plateformes pour déployer des clusters HPC à vocation multiple. Et pendant que le projet se faisait, au moment où on a commencé à traiter les premières demandes clients, les plus rapides, ça a été... un client d'IA qui se trouve être Mistral AI et son entité Mistral Compute. Et ça s'est passé comme ça. C'est des gens qui signent, qui ont des capacités, une réactivité, une jeunesse et puis des capacités de financement qui leur permettent de signer des deals extrêmement rapidement. Donc on voit bien que c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps sur le HPC. Ça n'a pas forcément vocation à être ad vitam aeternam comme ça, mais enfin en ce moment c'est eux qui ont la main, quoi. Très clair. Et Lumna, toi qui es en contact avec tous les adhérents de Cap Digital, notamment dans le domaine de l'IA, et ils sont nombreux, tu perçois comment leur vision à eux? Est-ce qu'on a encore un grand pied dans ce monde des transformers, ou est-ce que ça s'intéresse beaucoup aux nouvelles architectures ou aux modèles plus légers? Merci Antoine. Oui, en fait, c'est déjà pour faire un petit peu, on va dire, le récap sur les transformers. Oui, c'est ça. Explique-nous aussi, pour qu'on ait tous fait une vision bien partagée de ce que c'est, même si on a commencé à en parler avec Olivier. Justement, vu un petit peu ma casquette de scientifique à l'époque, donc ça me permet un petit peu de faire un peu de recul sur déjà les architectures de deep learning à la base. Ils ont beaucoup de, on va dire, de phases d'évolution et toujours on est confronté à la limite tout simplement de la quantité déjà de calcul derrière les modèles d'architecture réseau de neurones, notamment les CNN, les RNN et les LSTM. Et puis après, à un moment donné, pour un petit peu, avec l'arrivée du traitement de langage, les NLP, en tout cas nous on l'appelait comme ça, mais après ça change tout le temps, il fallait un petit peu penser à faire des traitements des séquences, mais d'une manière un petit peu plus légère. Donc les LSTM et les RNN, c'est pas que ça tient plus, mais ça devenait vraiment, avec tous les enjeux de GPU, très lourd à traiter. Et donc là, il fallait rentrer de nouvelles, on va dire, approches dans les mécanismes d'attention ou le self-attention derrière ça, pour tout simplement optimiser, tout simplement. On l'appelle comme ça pour ce genre d'optimisation. Mais pour faire très rapidement, l'architecture de Transformer, elle est basée tout simplement sur une matrice qu'on appelle le query, enfin la requête, le key, et ce que je cherche derrière le vecteur. Et tout ça, ça va se répéter sur plusieurs fois sur un texte, par exemple, pour que par la suite, on va calculer des scores de similarité pour
évaluer la dépendance entre les mots et sortir ce contexte. Et puis par la suite, tout ça va être transformé dans une fonction d'activation, ce qu'on appelle le softmax. Et puis par la suite, voilà, on va dire, tiens, on va traduire toutes les scores qu'on a calculés à une probabilité derrière les softmax. Et ça va se répéter énième de fois sur un traitement. Donc tout simplement c'est ça, mais ça va venir tout simplement un petit peu améliorer en tout cas les contraintes qu'on avait côté de deep learning, mais les architectures alternatives, on va en parler par la suite, ils vont venir encore jouer sur les limites de ces transformers parce qu'ils restent quand même très énergivores. On réduit certes la dépendance à la longueur de contexte, mais ça reste quand même très énergivore en matière de calcul GPU. Et si je reviens pour répondre sur la question de Cap Digital et les adhérents que j'ai le plaisir en tout cas d'accompagner sur ce genre de sujet, on va être un petit peu dans la chaîne de valeur sur une maturité un peu très hétérogène en fonction vraiment des cas d'usage, mais justement en tout cas les architectures alternatives ils viennent vraiment pour un petit peu améliorer ou bien compléter cette chaîne de valeur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que si je comprends bien, les transformers, ils ont été aussi créés à un moment pour répondre à un besoin d'allègement d'une charge de calcul qui était trop importante. Tout à fait. Dans l'histoire notamment sur les enjeux d'entraînement, surtout. En fait. Oui, ça, alors que sur l'inférence, on va y revenir. Aujourd'hui, on est dans une autre ère. Ok, donc ça, je l'ai bien compris, mais moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quelles sont aujourd'hui, on parlait de contraintes au tout début, les principales contraintes qui posent, ou en tout cas qui poussent à aller vers vers une IA plus efficiente. Est-ce que, d'abord, ce paradigme touche réellement à ses limites aujourd'hui, et si oui, quelles sont ses limites? Est-ce que c'est vraiment des limites de financement, de coûts? Est-ce que c'est des limites d'accès à l'énergie? Est-ce que c'est des limites plus d'accès au hardware qui, aujourd'hui, commencent à freiner potentiellement le développement de l'IA? Aujourd'hui, le grand buzzword, c'est l'agentique. On en parle énormément, tout le monde travaille à mettre en place des agents pour automatiser plein de tâches au sein des sociétés. C'est comme ça qu'on se dit, c'est là qu'on va pouvoir avoir le vrai ROI de l'IA générative dans les boîtes. Le sujet et en parallèle à ça, on a aussi créé de plus en plus de modèles qui réfléchissent. Alors ça m'a toujours fait rire quand on est scientifique dans l'équipe. On se dit, il réfléchit, j'y réfléchis rien du tout ton truc. Okay, appelons-le le thinking model. Et par contre, du coup, et la caractéristique de tout ça, c'est que ça consomme beaucoup plus de tokens. Okay. Même l'aspect de... Alors, et puis en plus, les agents, la taille de contexte devient énorme et c'est là où, du coup, les transformers aussi consomment beaucoup plus. Donc, si je suis un business aujourd'hui, on en est quand même maintenant à la phase où on a passé l'effet waouh et où on se dit... ok, c'est quoi les cas d'usage où, ça fait du sens de faire rentrer de l'IA générative. Si je fais rentrer de l'IA générative, le cas d'usage, c'est quoi le ROI que je peux en attendre? Du coup, c'est quoi le KPI que je vais pouvoir déterminer pour faire ça? C'est pas évident à déterminer ça, hein. C'est pas quelque chose de facile. Et il faut prendre en compte aussi, est-ce que j'ai de la donnée disponible qui va me permettre d'obtenir ce KPI, et quelles sont mes contraintes d'infrastructure. Aussi, est-ce que je suis prêt à ce que cette donnée sorte de chez moi, que ça fasse un appel API quelque part, que ma donnée sorte. Alors aujourd'hui, ça semble pas très cher, on parle de quelques centimes par million de tokens, okay, mais bon, on s'aperçoit que pour faire la même chose aujourd'hui versus il y a 6 mois, les modèles sont beaucoup plus sophistiqués, donc du coup ça coûte au final beaucoup plus cher. On se crée une dépendance par rapport à quelque chose également d'externe, et donc on voit quand même pas mal de questions arriver, de se dire, bon, est-ce que je peux pas faire tourner ça chez moi? Et on s'aperçoit d'un retour. Moi, quand j'ai lancé, on s'est lancé sur le marché il y a 10 ans, c'était le grand boom du SaaS. Et de plus en plus, on voit des demandes pour dire non, mais on veut faire tourner ça on-premise en fait. On veut faire des trucs simples, la classification de documents hétérogènes, mais c'est des documents privés, super confidentiels, il y a hors de questions qu'on va lancer à l'extérieur, et donc il faut que ça tourne chez nous. Voilà, donc ça, on le voit, on le perçoit quand même beaucoup, cet élément-là.
Très clair, Marc. De ton côté, donc là, on n'est clairement plus dans le monde du on-premise, mais est-ce qu'il y a des limites que vous voyez clairement de plus en plus franches dans le monde du centre de calcul? Alors nous, notre monde, il est beaucoup plus macro, hein, on est sur des grosses tailles. Donc à notre échelle, nous, on voit déjà, donc il y a eu effectivement cette effervescence et on va dire cette explosion de la demande avec un progrès technologique et scientifique qui a permis d'atteindre des vitesses complètement dingues. Donc là, le domaine est sur une phase ascensionnelle qui a l'air un peu hors de contrôle, on va dire. Mais le marché et tous les mécanismes, à la fois technologiques et économiques, vont remettre de l'ordre là-dedans. Parce qu'on voit qu'on est parti de rien. Quelques années après, il y a des gens qui proposent des AI Factory au gigawatt un peu partout autour de la planète, surtout aux États-Unis. Et on voit en fait, ça y est, on voit que les premiers signaux, de réaction, déjà c'est dur de trouver des terrains, de viabiliser les terrains, de faire venir du courant dans des temps raisonnables, de refroidir tout ça, de faire de la réutilisation de chaleur fatale, qui est encore aujourd'hui un vieux pieu à ces tailles-là de projets. On voit aussi que les investisseurs s'éloignent de certains projets qui montrent qu'ils vont pas forcément pouvoir être réalisés soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de respect des réglementations locales ou des réglementations liées à l'environnement. Et ça, on a vu des très gros débordements aux États-Unis. Donc on voit que peut-être que les ambitions autour du gigawatt vont plutôt redescendre à quelques centaines de mégawatts. Et puis les projets, nous, qu'on voit en Europe aujourd'hui, sont à quelques dizaines. Ils vont passer à quelques centaines. Et déjà, c'est énorme. Et déjà, il y a déjà largement la place de faire des belles choses. Et puis avec ce qu'expliquait Olivier tout à l'heure aussi, il y a cet aspect frugalité et Lumna aussi. La frugalité et l'optimisation des modèles va continuer à se poursuivre. Là, je lisais un article ce matin qu'on m'a forwardé ou un post sur la scarcité des réseaux de neurones qui va pouvoir être exploité et peut-être gagner un ordre de grandeur sur la consommation de ressources. C'est quoi la scarcité des réseaux de neurones pour les... Ça serait qu'en fait, il y a qu'un petit pourcentage du réseau de neurones qui finalement fait une grosse partie du travail et que si on sait l'isoler, on pourra peut-être gagner un facteur 10. Aujourd'hui, on parle d'un facteur 10. Alors, ça se traduira peut-être pas par un facteur 10 sur la consommation d'énergie, mais si déjà on peut diviser par 2, c'est déjà bien. C'est bon à prendre. Et puis il y a d'autres aspects. Hein. Je pense aussi que on va voir aussi comment l'adoption par les entreprises, ce qu'elles vont demander à l'IA, les pratiques qu'elles vont en sortir, et tout ça, ça va, je pense, se niveler avec toutes ces contraintes macroéconomiques, ces contraintes de livraison et de consommation d'énergie, le fait aussi de rendre de faire qu'une AI Factory devienne un bon citoyen, participe à l'équilibrage de la grille, à sa stabilité, au-delà d'être un pur consommateur, et ce genre de choses. Et donc, si je te suis bien, il y a une forme de régulation du marché, ça on l'a bien compris. On est allé dans des extrêmes peut-être un peu moins importants en Europe que dans d'autres zones du monde aussi. Oui, je pense que on est quand même beaucoup plus cadré en termes de réglementation. Et puis on n'est pas aussi riche, ou en tout cas on n'est pas forcément capable de trouver de l'argent réel ou pas dans nos contrées que dans des leurs. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que même aux États-Unis, il y a un gros recul des investisseurs et des gens qui se désistent ou qui ne soutiendront plus les projets sur lesquels ils s'étaient positionnés. Très clair. Donc ça aussi, c'est un changement d'air quand même, contrairement à ce qu'on a assisté ces 5 dernières années. Pour compléter justement sur ce point-là, sur ce ciblage, en tout cas, de là où on va utiliser les architectures alternatives. Et, enfin, le point le plus important, c'est aussi la généralisation des modèles. C'est ce qui est devenu très facile avec des architectures multimodales, où on va pouvoir vraiment avoir une accuracy ou une précision beaucoup plus élevée, et grâce tout simplement à cette combinaison des différentes, de cette fusion de données qui est très forte, en tout cas, à l'ère des modèles alternatifs. Et puisque tu commences à parler un petit peu des alternatives, des nouvelles architectures qu'on voit émerger, on a parlé, je crois, au tout début de Mamba. Plus largement,
On entend parler des State Space Models. Alors moi, j'y comprends rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce que ces nouvelles architectures, elles sont en rupture ou pas, d'ailleurs, parce que j'ai compris qu'on parlait aussi d'hybridation avec des modèles transformers. Tout à fait. En tout cas, les Space Models, tout simplement, c'est une architecture de Mamba. Et les SLM, par exemple, ça va être vraiment la taille des modèles. Et l'idée, c'est tout simplement de prendre des grands modèles, mais de les réduire, tout simplement, en se basant encore une fois sur un raisonnement d'experts. Derrière, c'est une prise de décision qui va se faire sur beaucoup de, on va dire, d'algorithmiques et des réflexions, tout ça pour ne pas utiliser des modèles très, très grands avec des données énormes, qu'au final, ces données, on les stocke juste pour les stocker sans savoir la donnée la plus pertinente, la plus descriptive, en tout cas, de la prédiction qu'on souhaite faire, que ce soit dans la Gen AI ou dans des modèles de prédiction. Et donc, effectivement, ce genre de modèles, ils vont venir... pour moi, il y a une partie quand même technique et de rupture quand même, parce qu'on a réfléchi à réduire l'existant, mais quand même, pour moi, c'est une architecture hybride, et donc c'est incrémental quand même, toujours dans la même ambition d'améliorer ces modèles et surtout de ne pas beaucoup consommer, et donc au final finir avec des IA basées sur des infrastructures solides, durables et surtout efficientes. Donc pour moi, il y a les deux, il y a la partie rupture et la partie incrémentale. Ok, rupture incrémentale, de l'hybridation. Olivier, donc chez Dragon LLM, vous vous êtes emparé un petit peu de ces nouvelles architectures. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous avez fait, quels ont été les projets qui ont été menés et quels premiers avantages vous pouvez éventuellement constater? Alors, bon, toujours pour revenir un peu sur une histoire, on a un truc qui a été transformant pour nous, c'est qu'on a gagné un concours organisé par la Commission européenne, qui avait fait un appel à projet, enfin c'est pas un appel à projet officiel, parce qu'on a toujours cette image de truc très compliqué avec l'Europe, et j'avoue que j'avais cette image là aussi, et c'était en fait ultra simple. C'est un truc qui s'appelle AI Boost, il faisait appel, en gros, le point c'est, si vous avez une idée géniale pour créer un LLM de fondation, écrivez-nous, si on aime bien, on vous donne un petit peu d'argent, pas beaucoup, on vous donne surtout la puissance de calcul de l'Europe pour le faire. On a postulé à ce truc-là. Alors il y a 4 boîtes qui ont été sélectionnées en Europe, dont nous. Ultra simple, mais ultra sélectif quand même aussi le programme, on peut le dire. Alors on a été sélectionnés sur ce truc-là parce que je pense que beaucoup ont pitché sur un angle spécifique. Alors c'était des LLM de fondation qu'il fallait proposer. Et ils ont pitché. Beaucoup de gens ont pitché sur des types de langues spécifiques. Donc par exemple, il y en a d'autres qui ont gagné. C'était sur les langues rares des pays baltes, par exemple, ce genre de truc. Nous, on avait pitché sur l'architecture, en disant, nous justement, on va intégrer tous les derniers papiers de recherche et on va créer un LLM de fondation sur cette architecture hybride. Et donc ça faisait très très longtemps qu'en Europe, il n'y avait plus une boîte qui avait sorti une nouvelle architecture hybride pour un LLM de base en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a été retenu. On a eu accès, on a découvert par la même occasion en fait le fait que c'est ouvert. S'il y a des gens qui représentent des petites structures dans la salle, c'est faisable d'accéder aujourd'hui, parce que depuis cette époque-là, les AI Factory européennes se sont mises en place, se sont ouvertes, il y en a dans tous les pays, et c'est possible avec, du moment qu'on montre qu'on a l'expertise pour entraîner des modèles, d'accéder assez rapidement à la puissance de calcul de ces machines. On a des réponses en 5 jours, ça vaut la peine d'aller regarder, il y a des services qui accompagnent ça, il y en a dans tous les pays, en France il y a le GenSi, mais nous on a travaillé avec... on est encore en train aujourd'hui d'entraîner un modèle de 7 milliards de paramètres, et donc là, sur cette architecture, il y a le deuxième effet qui se coule, dont on a parlé un petit peu. C'est un modèle qu'on est en train de faire aujourd'hui de 7 milliards de paramètres, donc qui est assez petit. Mais en plus de ça, il n'y a que 1 milliard de paramètres actifs. Donc c'est un modèle, on appelle de mixture of experts, qui permet donc de pouvoir choisir les paramètres qui vont être utilisés lors de l'usage. Donc ça permet là aussi d'être plus économe par rapport à ça. Donc non seulement il est sur une architecture hybride, pas pure transformer, mais en plus il est mixture of experts derrière. Donc ça c'est une autre façon encore d'essayer d'arriver. Donc c'est ça on est en phase d'entraînement. On entraîne ça sur le supercalculateur allemand actuellement là-dessus. Et vous êtes capable déjà de commencer à estimer la pertinence, la fiabilité du modèle, ou c'est Oui, alors là, on en est. Alors c'est des questions que je pose à mes gars tous les temps. On en est à combien de pourcentage? Parce qu'il y a 2 phases quand on fait un modèle de fondation. Il y a la phase de pré-training,
qui est vraiment créer le modèle de base, et tout ce qu'il va savoir faire quand il sera terminé, c'est juste vous donner le mot d'après, quand vous aurez donné les quelques mots d'avant. Et ensuite, il y a la phase de post-training, où là, on va choisir de l'entraîner sur des milliers de tâches spécifiques auxquelles l'IA générative peut répondre. Donc là, on en est en la phase de pré-training encore. Après, en termes, on parlait de puissance de calcul tout à l'heure, il faut bien distinguer la puissance de calcul nécessaire pour l'entraînement d'un modèle. En pré-training, là, il en faut beaucoup. C'est là où il faut des supercalculateurs. Il y a la phase de post-training ou de fine-tuning ensuite, pour faire des choses bien spécifiques ou bien pour entraîner finement sur certaines tâches, voire même faire vraiment prendre un petit modèle pour une tâche bien précise. Là, ça nécessite nettement moins de puissance de calcul. Il en faut aussi. Mais là, on peut accéder à des machines un peu moins puissantes pour faire ça. Puis ensuite, il y a le fait de l'inférence, faire tourner ces modèles. Et c'est là où nous, ce qu'on cherche à faire, au-delà aussi du fait d'être frugal sur la puissance de calcul nécessaire pour l'entraînement, à la fois le pré-training et le post-training, l'idée, c'est que les utilisateurs ensuite puissent les faire tourner sur des petites machines, et idéalement celles qu'ils ont déjà chez eux. Donc en fait, c'est un ratio qu'il faut avoir entre la qualité attendue, et ça, on ne peut pas vous dire, et moi je trouve on a les super benchmarks, etc., mais pour moi, un vrai benchmark, c'est le benchmark du client par rapport à ce que lui, il en attend à son cas d'usage, en prenant en compte ses contraintes d'infrastructure. Et donc ça prend directement en compte le coût. Il faut le mesurer en euros, en fait, la performance d'un modèle. C'est par rapport à ça et par rapport au cas d'usage précis de chaque société. Peut-être justement pour compléter, je trouve que le point avantageux dans ces architectures, c'est vraiment cette flexibilité entre les architectures et ne plus rester sur des architectures GPU très demandées, passer sur d'autres types d'architectures pour justement pouvoir déployer facilement, encore une fois, avec des cas d'usage bien étudiés, avec, on va dire, une roadmap bien claire. Mais c'est surtout cette flexibilité, je la trouve très intéressante avec ces nouveaux modèles. Ouais, alors après, un truc qui n'est pas évident, enfin qui n'est pas intuitif, c'est que, et on n'en a pas parlé encore, c'est de tout le framework qui existe autour de ces modèles pour les faire tourner. Parce qu'une fois qu'on a sorti un joli modèle, qu'on l'a post-traîné, qu'on arrive à montrer, regarder sur tous nos benchmarks, sur les tâches qu'on a faites, voire même sur les vôtres, on arrive à faire un truc vachement bien. Et puis ensuite, il faut le faire tourner sur vos machines. Et vos machines, parce qu'elles sont AMD, pas Nvidia, parce que voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est là où on va rentrer dans certaines difficultés de performance aussi. Par rapport à ça, il y a encore des gros sujets de dépendance et de compatibilité, de framework logiciel autour, en fait, derrière. Et c'est assez amusant, même pour des tout petits modèles, même des modèles, mes gars m'ont sorti ça, qu'il y avait un modèle sorti par Google, mais qui tourne que sur Apple, en fait, parce qu'il y a une contrainte, il y a des contraintes, alors à la fois hardware et de soft autour sur ces aspects-là. À une autre échelle, c'est un défi que vous rencontrez aussi, j'imagine, sur la dimension infra, d'être capable de suivre comme ça sur des enjeux framework, des évolutions logicielles qui sont en fin de compte, de ce que je comprends, assez rapides aussi. Oui, alors en fait, ces frameworks qui sont portés quand c'est nécessaire d'une plateforme à l'autre. On rencontre aussi des nouveaux arrivants sur le marché qui vont créer des nouvelles plateformes et des nouvelles machines pour l'IA, mais qui viennent avec des couches d'abstraction qui permettent de ne pas avoir à faire les ports de portage. Donc chaque constructeur peut avoir une approche différente. Effectivement, on voit aussi le retour du CPU avec quand on voit le prix au rack aujourd'hui du rack Nvidia qui est leader sur le marché avec sa plateforme haut de gamme Blackwell et puis Vera Rubin qui arrive. On est à des prix au rack qui dépassent les 5 millions d'euros aujourd'hui. Donc ça excite toute une concurrence qui va pouvoir se payer une R&D assez colossale pour casser ces codes. On disait notamment que un processeur, ça devait toujours rester petit, avec une carte mère derrière, une organisation mémoire, etc., héritée de la machine von Neumann qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui a été surutilisée par le x86. Mais on voit qu'il y a des nouveaux arrivants, comme Cerebras par exemple, qui ont dit non, nous on va faire un processeur gigantesque,
gros comme une boîte à pizza, et on va mettre toute la mémoire dessus et on va obtenir des perfs excellentes en inférence. Donc il y a des gens qui essaient de casser ces codes-là. Il y a AMD qui continue à concurrencer le GPU directement, qui là sort une machine qui va être assez intéressante. On a tous les hyperscalers qui essaient de faire des processeurs custom à base ARM, chacun un peu à leur manière, qui rencontrent un certain succès, même si c'est des processeurs qui ne sont pas forcément très polyvalents. Mais voilà, on voit que ça attaque de tous les côtés. Et nous, il faut qu'on comprenne ça. Parce que chaque fois que vous allez mettre une puce différente dans une machine, son rack, il va avoir... Nous, on voit le rack, en fait, c'est l'objet qui arrive chez nous. Ils arrivent en grand nombre, mais en tout cas, il faut qu'on comprenne la technologie de ce rack, parce qu'elle va se traduire par des puissances électriques, des modes d'alimentation différents. C'est pas que de la puissance, hein, c'est aussi des types de courant, des types de conversion de courant, des fois de l'alternatif, des fois du continu. On va de plus en plus vers le continu. Et puis la même chose pour le cooling. Le refroidissement, on va devoir l'adapter. C'est jamais le même. À chaque fois qu'on construit un nouveau data center pour un client de type IA, ça va être gros et ça va être différent à chaque fois. Ça va être un peu sur mesure. Donc nous, on est plutôt sur ce qu'on appelle du single tenant. On a un seul client. On n'est pas, pour le moment, on ne fait pas de colocation et on ne s'expose pas en tant que cloud. Donc on a un client qui nous passe une commande où on voudrait héberger tant de GPU ou avec tant de CPU à côté. Ça va avoir cette puissance-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et là, on va faire un design custom pour ce client. Et ça part de la puce. Il faut qu'on comprenne comment la puce fonctionne et même, idéalement, comment le logiciel, le modèle et les frameworks sous-jacents vont utiliser la ressource, parce que ça va se traduire dans des profils de consommation électrique assez variés et qui sont assez compliqués dans l'IA d'ailleurs. Donc si je comprends bien, une de vos grosses propositions de valeur aujourd'hui, c'est d'être justement capable d'accompagner tous ces changements et de resizer en fonction des nouveaux besoins qui sont exprimés. Oui, dans l'équipe, il y a un gros background HPC. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent du calcul intensif, soit dans l'intégration des systèmes, soit dans le développement des middleware, d'orchestration, d'ordonnancement de calcul. Et puis par ailleurs, dans tous les domaines du space power cooling, on a des experts dans le génie civil, on a des experts dans le refroidissement qui viennent d'horizons divers, pas forcément du data center d'ailleurs, ce qui fait qu'ils ont parfois des profils très intéressants qui leur permettent de penser un peu out of the box. Donc c'est un petit peu notre force aussi, c'est on a à la fois la connaissance de ces architectures informatiques, mais tous les métiers qui font qu'à la fin tout ça c'est vraiment une usine. Alors voilà, c'est des corps de métiers différents. On est sur une espèce de truc tout corps d'État, si vous voulez. Mais tout ça part de la manière dont le logiciel consomme la ressource et la manière dont la ressource consomme la puissance électrique. Et question un peu béotienne, mais est-ce que le fait qu'on soit aujourd'hui peut-être plus dans l'ère de l'inférence que de l'entraînement, en tout cas en termes de consommation de puissance de calcul, ça a un impact typiquement sur l'émergence ou en tout cas le retour en grâce du CPU, ou est-ce que c'est... Ah oui, complètement. Donc là, on s'attend à avoir du CPU, on s'attend à avoir des demandes, enfin on a déjà reçu des demandes de ces nouveaux constructeurs. Alors ça peut être des demandes des constructeurs ou ça peut être des demandes des clients finaux qui ont choisi ce constructeur. Donc on a plusieurs totalement typologie de prospects en ce moment, dont des gens dont on ne s'attendait pas forcément à discuter avec. Et effectivement, là, on a des demandes qui sont pas toutes des demandes GPU. On a, on va dire... on assiste, on va dire, à une espèce de changement de paradigme. C'est-à-dire que l'hyperdominance de Blackwell, sur ces ces deux dernières années, on va dire. L'arrivée de Vera Rubin, on voit, ça va encore avoir de beaux jours, mais on a des concurrents en face qui sont plutôt CPU ou voire des architectures complètement nouvelles. Et puis il y a l'arrivée d'acteurs qui vont proposer de remettre des FPGA, par exemple, ou des ASIC, ou des choses comme ça, en plus des CPU. Donc il y a, on va dire, c'est ouvert et c'est lié au fait, à mon avis, que le prix des racks Nvidia, qui est l'acteur dominant du marché aujourd'hui, a atteint des prix colossaux. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, un Mistral et à plus forte raison des plus gros qu'eux, un hébergement, enfin un projet d'hébergement plus l'IT lui-même, ça dépasse le milliard d'euros. Donc
Ça excite la concurrence. Ça excite la concurrence et ça ferme le marché à certains acteurs et les autres, effectivement, trouvant des parades. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu sur la question de l'on-premise, voire même de l'IA embarquée, parce que c'est à l'autre bout du spectre, j'ai l'impression de ce côté que c'est en train de bouger aujourd'hui. Moi, j'ai du mal encore à bien comprendre à quel point la capacité à faire tourner des modèles localement, c'est une réponse envisageable pour atteindre ces objectifs d'efficience ou ces objectifs de souveraineté. On voit bien et on comprend bien comment est-ce que ça peut fonctionner, mais où est la limite ? Qu'est-ce qu'on peut faire en on-premise qu'on ne pourra pas faire, en tout cas pendant encore quelques mois ou années, pour répondre à ces objectifs-là ? Alors, il faut distinguer entre je fais tourner ça on-premise sur mes serveurs dans ma boîte et je fais tourner ça localement sur mon PC ou sur mon téléphone. On-device plutôt là pour le coup. C'est deux choses différentes. Donc sur l'aspect on-device, là on est surtout sur des aspects de sécurité également. Donc et il y a le fait de faire tourner, donc de voir comment est-ce qu'on peut trouver et placer des modèles qui vont permettre de répondre à certains usages en mode sans connexion Internet en fait. Un des enjeux est là, donc c'est beaucoup pour des contraintes de sécurité là-dessus. Sauf après si on est en mode déployé, il y a des aspects de gestion, comment on gère la cryptographie ou si on veut que tout soit aussi sécurisé de ce point de vue-là. Donc ça c'est beaucoup sur les aspects de sécurité, le fait de pouvoir tourner sur des devices locaux. Et sur le on-premise en tant que tel ? Alors sur l'on-premise, pour moi là c'est autre chose. Je suis une société, j'ai des serveurs aujourd'hui existants, j'ai pas le dernier H100. Alors H100 c'est vieux maintenant, mais j'ai même pas un H100. Et donc, mais néanmoins, je veux faire tourner des modèles d'IA générative. Comment est-ce que je peux mettre l'IA générative dans ma boîte sans faire sortir la data, que ça me coûte des frais variables. C'est un peu, c'est un peu comme confier une mission à un avocat qui est payé à l'heure, on ne sait pas combien ça va coûter. Là c'est la même chose. On pose une question, on ne sait pas combien ça va coûter au final, et puis en plus c'est les prix aujourd'hui, on s'attache à un truc, et qu'est-ce qui va se passer dans quelques années par rapport au prix au token. Donc voilà, c'est une question, on revient sur le sujet de l'autonomie stratégique là-dessus. Donc c'est ça. Et sur l'importance de calculer aussi ces KPI, comme tu disais, en euros, quoi, pour pouvoir mesurer ça aussi. De mettre son investissement en face de son retour sur investissement, pour le coup. Ok, très très clair. Il y a un autre point que je voulais mentionner par rapport à ce que disait Marc aussi tout à l'heure, une complexité additionnelle, et c'est là où nous on est créateurs de modèles, ça vous l'avez compris, et la difficulté aussi qui peut y avoir, c'est de réussir à faire parler tous les GPU ensemble, même au sein d'un même centre. Nous on a eu le cas quand on a travaillé avec a priori presque tous les supercalculateurs européens jusqu'à présent, et dans certains pays on arrivait à ne faire travailler qu'un tiers des machines entre elles, parce que c'est des trucs, alors moi ça m'échappe, mais c'est des trucs cons de connexion ou de machines un petit peu plus anciennes ou qui ne fonctionnent pas, etc. Et un des sujets de R&D sur lesquels on travaille maintenant aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut distribuer un entraînement de modèles entre plusieurs grands supercalculateurs basés dans différents pays. Ça aujourd'hui c'est un truc ultra difficile, donc c'est un vrai sujet de R&D. Donc c'est un autre sujet. Quand on voit les efforts de la Commission justement pour réussir à faire émerger une puissance européenne du calcul pour la recherche scientifique notamment et au-delà, c'est un vrai sujet, effectivement, de faire en sorte que ces machines fonctionnent bien entre elles. Très clair. Moi, je voulais aussi qu'on aborde la question toujours un peu délicate de l'industrialisation. Est-ce que c'est pas ça aussi, un vrai moteur de l'IA efficiente, parce que on peut parler beaucoup de ces nouveaux modèles, mais une des questions cruciales, c'est toujours celle de leur déploiement, de l'adoption aussi et du déploiement. Comment est-ce qu'on passe du POC à la production ? On sait que dans les industries numériques, ça se pose souvent des vraies questions. Comment est-ce qu'on intègre dans les métiers ? Je crois que c'est justement un des enjeux, Olivier, qui vous ont conduit à vous rapprocher d'OVHcloud. Il faut qu'on en parle un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure et comment est-ce que cette question de l'industrialisation a pesé ?
Alors c'est deux questions différentes. La première question de comment est-ce qu'on passe du POC à l'industrialisation, c'est la question du Saint Graal aujourd'hui en effet, parce qu'on a tendance beaucoup à... C'est très particulier la techno de l'IA générative, parce que dans les grandes boîtes, c'est un des rares cas où les salariés utilisent ça perso chez eux, donc connaissent le truc. Donc dans la boîte, ils vont demander à avoir accès à certains outils, mais on rentre dans des processus métiers pour faire des choses bien spécifiques. Et tout le monde ne va pas aborder la technologie de la même façon. Il y a un gros sujet de change management aussi, où on est encore parfois un peu dans le mode en 2001, c'est sur Internet, donc c'est vrai. Donc là, c'est la même chose. Il faut que tout le monde comprenne les limites des modèles. Et il y a aussi un grand sujet qui est, et surtout dans les entreprises, c'est là où ça revient, le sujet de la responsabilité. Qui est responsable de ce truc-là? Moi, je me rappelle, et c'est ça qui freine l'adoption. C'est ça qui fait que ça va prendre, je pense, beaucoup plus longtemps que ce qu'on ne croit. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un de mes potes qui était à l'époque directeur d'une compagnie d'assurance pour la voiture en 2012 et qui était paniqué parce que il me disait on va changer notre business model complètement. Je lui dis pourquoi? Mais il dit Olivier, tu réalises pas, en 2015, toutes les voitures seront autonomes. Donc on n'aura plus de business. Voilà. Et ça prend beaucoup plus de temps parce que du coup, qui est responsable en cas d'accident? Et c'est la même chose avec les modèles d'IA générative. Donc ça, c'est sur le point l'adoption et tous les freins quelque part à l'adoption, et les histoires de coûts, de trouver le bon retour sur investissement, et puis, mais c'est surtout en interne l'adoption par les équipes sur des process métiers et de voir jusqu'où on prend ce risque là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal que la réglementation européenne soit basée sur les risques par rapport à ça. Voilà. Et en ce qui nous concerne sur le regroupement, moi, mon objectif depuis le début, c'était d'avoir plusieurs acteurs en Europe, qui soient sachants sur l'IA générative. Et pour ça, il faut être plutôt gros, avoir plutôt pas mal de moyens et surtout donc, combiner la possibilité d'avoir une puissance de calcul, de l'expertise et de la donnée. Donc c'est ça qui nous a amené à chercher un acteur souverain avec qui la culture match complètement et qui nous permet du coup d'avoir toute la chaîne de valeur du déploiement en local si on veut potentiellement, et nous de créer des modèles. Et tu me disais aussi que vous aviez besoin d'une culture produit assez forte, de lignes produits bien structurées, que vous apporte, je crois, aussi OVH. Oui, alors nous, on est très lab, on est très R&D, c'est un des défauts de la boîte. Donc j'ai appris, moi, en tant que patron, à monétiser cette R&D. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'était pas le truc le plus facile à faire. Donc on avait une culture produit un peu moins forte, et c'est vrai que OVH a une culture produit très impressionnante. Ouais. Très clair, merci. Maintenant, je voudrais qu'on parle quand même un petit peu de souveraineté. On l'a un peu éludé depuis le début des échanges. Mais moi, j'ai une intuition, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais c'est qu'en fin de compte, il y a une convergence entre les enjeux d'une IA efficiente et d'objectifs de souveraineté technologique ou à minima d'autonomie stratégique pour les entreprises européennes. C'est quand même pas rien si Dragon LLM s'allie à OVH Cloud pour créer cette offre intégrée de bout en bout, si Mistral choisit Eclairion. Mais pour autant, j'ai du mal à l'appréhender, cette convergence-là. Donc est-ce que vous pouvez m'éclairer, me donner votre point de vue? Est-ce que cette convergence, elle existe? Et si oui, qu'est-ce qu'elle sert? Oui, je pense qu'elle existe. Je pense qu'il y a conscience qu'il y a des opportunités à saisir. On sait que notre tissu industriel est malade. On sait que les institutions ont du mal à suivre pour essayer de faire que les choses s'améliorent. Mais en tout cas, l'IA et tout son écosystème est vraiment identifié comme un facteur de redressement de l'industrie française, comme une des filières principales qui va pouvoir le faire. On sait que pratiquement tous les autres domaines industriels sont un peu dans la souffrance, pas tous, mais enfin en tout cas beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser. C'est vrai dans toute l'Europe. Donc je sais j'observe en tout cas qu'il y a pas mal d'acteurs français qui essayent
qui ont ce mot-là à la bouche et qui souhaitent travailler ensemble. Donc nous le mesurons un peu partout. On voit aussi que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a des grands industriels comme Schneider, comme Legrand. On sait faire beaucoup de choses. On a une production d'électricité très stable et de très très bonne qualité, bien meilleure qu'aux États-Unis, par exemple. Ça, on n'en parle pas beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas dans c'est bien dommage. de la question des infrastructures IA ou même de la chaîne de valeur de l'IA. Oui, et même l'Europe se pose la question de savoir si le nucléaire a encore sa place. Non, j'espère qu'on va pouvoir se défendre là-dessus. On a une électricité, c'est ce qui nous donne une électricité de cette qualité-là, qui nous rend capable de l'exporter quand d'autres pays voisins en ont besoin, et puis en particulier pour les data centers, pour l'IA, c'est une offre particulièrement qualitative. Donc c'est un gros problème que les Américains ont à résoudre, des problèmes de stabilité, des problèmes de qualité, des problèmes de niveau de service. Donc là-dessus, on est très très fiable. Donc c'est un peu dommage de peut-être pas le vendre un petit peu mieux au niveau de notre continent. Et puis après, on va peut-être y arriver. Et puis ensuite, on a des acteurs, on a des très grands électriciens en France qui sont en pointe sur ces questions-là, qui sont aujourd'hui aussi en pointe sur les mécanismes de standardisation type Open Compute. Là, on revient d'une conférence où on a pu constater aujourd'hui la puissance d'un Schneider, d'un Legrand, et même d'autres constructeurs qui sont d'ailleurs pour beaucoup européens, Siemens, ABB, etc. Donc il y a déjà largement à faire en France, avec aussi beaucoup de bureaux d'études qu'on a pu rencontrer, de start-up, etc., qui viennent nous voir. On se rencontre au hasard de panels et de choses comme ça, qui contribuent, qui ne sont pas forcément connus, mais qui contribuent à ces efforts de standardisation, mais aussi là encore, d'être un bon citoyen. Tout le monde comprend les problèmes énergétiques, de surconsommation énergétique, les problèmes climatiques, etc. Donc, pour moi, il y a une convergence qu'on peut exploiter, et on peut l'exploiter en mode souverain. Alors après, on peut placer sa souveraineté au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, peu importe. Mais en tout cas, on voit que là, il y a beaucoup de gens qui en ont conscience. Très clair, merci beaucoup. Olivier, en quoi est-ce que, en fin de compte, avoir la maîtrise de l'infrastructure, ça permet de fournir demain les meilleurs modèles possibles ? Alors, je voulais revenir rapidement sur la question d'avant, la convergence. Moi, je suis extrêmement optimiste pour l'Europe, en fait. Tout le monde ne l'est pas. Je sais bien, c'est pour ça qu'il faut le dire quand on l'est. Moi, j'ai été extrêmement impressionné par la volonté politique de la Commission pour développer l'IA. Alors, on manque de financement, on manque de fonds en Europe, mais par contre, la puissance de calcul, c'est de l'argent. Et ça, elle est mise à disposition de pas mal de SME aujourd'hui, et il ne faut pas sous-estimer ça. C'est même plus rare que les financements, on peut le dire, je crois, Alex, à la puissance de calcul aujourd'hui. Alors non, on peut l'avoir honnêtement postulé. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça d'obtenir de la puissance de calcul de la part des factories européennes aujourd'hui. Alors ça va peut-être être un usage un peu chiant, vous allez avoir des fenêtres de tir, vous allez devoir repostuler toutes les 6 heures pour récupérer la machine, et vous levez la nuit pour le faire, mais c'est faisable. Et l'Europe continue ses développements dans ce sens-là, et donc que ce soit Agenz en France, Leonardo en Italie, Meluxina au Luxembourg, Mare Nostrum, tout ça vous pouvez postuler en France sur des projets là-dessus, et je vous dis que vous aurez la réponse rapidement. Administrativement, c'est léger, et je trouve que ça c'est un message très positif qui est envoyé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer également quand même. Le contexte géopolitique est extrêmement favorable. Donc il y a un gars de l'autre côté de l'Atlantique qui nous aide quand même bien et qui nous fout un coup de pied au cul, et je trouve que c'est très très bien pour nous, pour réaliser la dépendance dans laquelle on s'était retrouvé, et puis pour nous secouer un petit peu et essayer peut-être de refaire un Airbus. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, les Américains, jamais ils n'auraient cru que la dominance de Boeing ou de McDonnell Douglas pourrait éventuellement un jour être mise en cause. C'était inconcevable, on y est bien arrivé.
Là, je pense qu'on peut y arriver aussi sur les aspects d'IA générative, pas juste avec un Mistral, avec d'autres acteurs aussi européens par rapport à ça. Et je pense que l'UE se donne les moyens d'avancer là-dessus. Après, c'est toujours le même problème, et c'est d'éviter que chacun fasse ça d'un point de vue national. Enfin, c'est toujours nos sujets habituels, mais on y est déjà arrivé. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas là-dessus aussi. Donc moi, je suis assez optimiste là-dessus. Et du coup, j'ai poulié la question à laquelle je devais répondre. Mais... Non, ma question, c'est est-ce que vraiment il faut maîtriser parfaitement la dimension infrastructure pour réussir à proposer les modèles les plus... Alors, ça aide parce qu'on peut aussi optimiser des modèles par rapport à l'infrastructure sur laquelle ils vont tourner. On optimise un modèle par rapport à la tâche qu'on veut lui faire faire. Donc, c'est déjà, ça dépend. Si on veut faire un modèle sur une tâche bien précise, ça c'est super facile à faire, ça va être petit, c'est facile de mesurer, et donc c'est bien ça qu'il faut voir. Après, on peut avoir 10 tâches, là encore, ça va. Et si après, c'est un truc ultra généraliste pour faire tout, bon, là, c'est une autre question. Donc, déjà, adapter un modèle, utiliser un modèle, et l'utiliser pour ce pourquoi il a été entraîné, bon, là, il n'y a pas de mystère, c'est là où on aura les meilleurs résultats. Déjà, même en 2022, on publiait des papiers pour montrer qu'un petit LLM spécialisé sur l'analyse de sentiments de texte financier marchait mieux que tous les gros modèles qui existaient à l'époque. Voilà, c'est une tâche, c'est spécialisé, donc forcément ça marche mieux. Donc il y a ce premier aspect-là, et puis ensuite par rapport à l'infrastructure, on disait tout à l'heure, en fonction du framework, du type de hardware, etc., si on maîtrise ça, du coup ça va bien marcher, ce sera optimisé aussi, il y aura moins de frottement à l'installation, et puis pour le faire tourner. Et Marc, toi qui voyages pas mal, tu vas dans plein de conférences de par le monde, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu vois, comment les Américains, les acteurs hyperscalers perçoivent cette question de la souveraineté numérique européenne ? C'est intéressant parce qu'ils donnent l'impression de la respecter, cette voie, et s'en servent comme argument de vente. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris avec les hyperscalers que les hyperscalers avaient un petit peu effrayé tout le monde, le fait qu'on soit complètement dépendant en termes de cloud, à part l'exception OVH, complètement dépendant pour notre cloud. L'Europe n'a pas su créer sa puissance cloud, on va dire, d'elle-même. Donc du coup ils ont conscience de ça, et quelque part vouloir déployer des AI parce que pour eux ils ont quand même besoin d'aller se déployer sur un maximum de continents, ils ont besoin de croître leur part de marché, donc ils s'adressent à tout le monde, et c'est intéressant de voir qu'ils ont un discours là-dessus, et qu'ils disent que voilà, pour tenter de ne pas nous effrayer, et que ça serait bien de les héberger, il y a, je ne sais pas si c'est un double langage, mais en tout cas, on a des conversations assez franches sur ces aspects-là, donc avec des prospects qui peuvent être des éditeurs américains de l'IA, ou même des constructeurs qui vont eux-mêmes héberger leurs clients. Donc il y a toutes les combinaisons possibles, mais ça revient dans toutes les conversations. Donc je pense que ça, c'est un point qui, en tout cas, est discuté de manière, enfin en tout cas, très bien compris, à la fois par les Américains et par les Asiatiques qui nous contactent. Il faut dire qu'ils ont une bonne maîtrise de ce qu'est la souveraineté, peut-être un peu plus que nous, voilà, nativement. Après, on rejoindra aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, les problèmes de sécurité, c'est-à-dire que en fait, cette souveraineté, une fois que vous mettez le loup dans la bergerie et que vous accueillez un concurrent ou un continent concurrent, on va dire, au vôtre, il va falloir sacrément blinder votre sécurité, ou en tout cas maîtriser cette sécurité de bout en bout, et là, c'est un sacré défi. Et le sujet est aussi beaucoup, en fait, maintenant, au niveau des acheteurs et des clients et du marché. Au sommet sur la souveraineté digitale franco-allemand du début d'année, de l'année dernière, des chiffres ont été sortis pour dire il me semble que c'était dans les 264 milliards d'euros qui partaient tous les ans hors d'Europe en services digitaux. On imagine ce que ça donnerait si cet argent restait ici. Et donc il y a plusieurs façons de faire pour avancer là-dessus. Il y a déjà le procurement public. Il y a encore du travail à faire quand on voit qu'il y a encore des solutions qui ne sont pas prises en Europe, alors qu'il existe des alternatives qui sont compétitives.
Le OVH vient de signer un gros contrat avec la Commission européenne, je crois. Oui, ça oui. Oui. Donc il y a ça, et puis il y a au niveau du mindset, comment faire pour arrêter, pour que les DSI ne soient plus, personne ne s'est jamais fait virer pour avoir choisi Microsoft. Voilà, il faudrait que ça devienne, personne ne s'est jamais fait virer pour avoir choisi une techno européenne. Donc il faut voir comment on fait évoluer ça, mais c'est là encore où notre ami aux États-Unis nous aide à la Maison Blanche. Donc il y a un espoir que ça évolue aussi là-dessus. Justement, j'aimerais juste compléter sur la partie de souveraineté. En tout cas, pareil que vous, je suis très optimiste, hein, c'est comme ça. Et j'ai beaucoup, en tout cas, apprécié les efforts, notamment des investissements, notamment sur la partie électronique de puissance et semi-conducteurs qui va venir renforcer toute la partie infrastructure. J'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec les partenaires de Cap Digital et notamment avec le CNRS, par exemple, sur la journée dédiée à ça et le SGP également. Et je trouve que ça, c'est encore un grand point de la chaîne de valeur de l'infra qui va venir compléter ça. L'électronique de puissance va prendre une très très grande part dans les chaînes d'alimentation. Là, on arrive à VR200 là, chez Nvidia, et puis on sait que VR300 Ultra, c'est une chaîne d'alimentation électrique complètement différente. C'est assez barbare, mais c'est le passage à la haute tension continue avec des problèmes réglementaires, des problèmes de sécurité physique pour les humains, etc. Donc on passe à des ruptures technologiques, y compris dans la partie alimentation électrique. Et c'est cette électronique de puissance, c'est très très important d'avoir des acteurs qui la comprennent. Donc on sait que nos grands électriciens, ils vont savoir faire. Donc typiquement, ça va être la sortie des solid-state transformers. On va avoir une chaîne électrique, pratiquement, ça va arriver en alternative sur le site. Et puis après, en aval de ce point de livraison, on sera complètement en courant continu. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un très très gros défi technologique. Et d'avoir des acteurs chez nous qui savent produire ces choses-là, ça sera clé. Ça fera partie de notre indépendance sur l'ensemble de la chaîne, on va dire. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Il est quasiment 19h30. Je propose qu'on passe aux questions-réponses avec l'Assemblée, qu'on se garde bien 10 minutes. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer vos questions? Qui voudrait prendre la parole en premier? N'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour, Eric Brully, Société Refacteo. Juste une question, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Europe versus les États-Unis, versus grosses boîtes américaines. Mais où se trouve la place de la Chine dans tout ça, en fait? Parce qu'on dit qu'ils sont très avancés en IA. Pour vous n'avez pas prononcé le terme de Chine comme concurrent. Donc, est-ce qu'ils sont concurrents, partenaires? Quelle solution pour inclure la Chine dans la prospective de vos travaux? Je peux répondre pour les modèles. Clairement, les modèles open source, les modèles chinois sont les meilleurs, en effet. Ils ont fait ce choix-là de publier énormément de modèles. Il y a cette vue en Europe qui fait que tout ce qui est chinois est vu de façon beaucoup plus négative que ce qui vient des États-Unis. Donc d'un point de vue business, c'est pas bon de dire qu'on utilise un modèle open source chinois en base, même si c'est le meilleur qui peut exister pour une certaine taille, pour certains types de tâches. Ou qu'on prenne un modèle comme ça pour le fine-tuner derrière et pour en faire autre chose. Voilà, c'est une question très géopolitique, c'est un choix qu'ils ont fait. Moi, j'ai rencontré des officiels chinois qui étaient extrêmement... ils sont extrêmement ambitieux. Leur sujet, c'était comment mettre en place des data centers dans l'espace. Alors, on en parle beaucoup moins de tout ça, mais ils sont extrêmement actifs. Ils regardent toute la chaîne. Leur priorité, c'est l'énergie nucléaire, les centres de calcul, les modèles et les modèles frugaux aussi. Qui regardent aussi les aspects de modèles qui se réduisent de plus en plus. Donc d'un point de vue scientifique, toute la communauté scientifique regarde très très attentivement tous les modèles qui sortent de là-bas. D'un point de vue business plus réel, même les marchés, moi mes gars, quand il y a eu le sujet du coût avec DeepSeek qui est sorti, mes gars ils ont halluciné, ils ont dit mais pourquoi est-ce que les gens ils réalisent ça maintenant? Nous ça faisait longtemps qu'on le savait, mais vous êtes cons, vous auriez dû faire quelque chose. Mais donc voilà, je sais pas si tu as d'autres points à dire sur l'aspect chinois. Peut-être Luna sur la partie recherche. Justement, par rapport à la chaîne de valeur, et c'est là où je vous rejoins parfaitement. Moi, en tout cas,
cas, c'est mon avis personnel, je trouve que les Chinois, ils ont quand même cette vision stratégique très corrélée entre la gouvernance, les besoins et puis par la suite les modèles. Sincèrement, et c'est très personnel, hein, je trouve que nous, c'est souvent très siloté. On va penser de technologie séparément et sans penser à la gouvernance, à nos besoins. C'est ça ce qui fait que tout est à l'envers au final. On va développer des technologies et par la suite, on va venir dire « Ah bah tiens, comment on va les déployer ?» C'est un peu trop tard pour moi, donc c'est pour ça que je le trouve en tout cas très fort dans cette... je suis toujours impressionnée par la chaîne de valeur, comment elle est prise dans une logique en tout cas plus pertinente, à mon sens. Et par contre, il y a un enjeu culturel super fort par rapport à tout ça, parce que les LLM, c'est la culture, c'est le nouveau condensé de culture et de façon de penser. C'est quelque chose qui est quasiment aussi important que l'invention de l'imprimerie pour la diffusion de la connaissance et des façons de penser. Et alors, nous, on crée des modèles en Europe, donc on se dit ah bah super, on va intégrer notre culture, etc. Alors, j'ai des questions parfois un peu amusantes de mes gars qui reviennent en disant Olivier, on a des contraintes en termes de taille, il y a tout ce corpus de data là, c'est tout du corpus albanais, est-ce qu'on le met ou on le met pas? Donc, si je dis on le met pas, bah, ça veut dire que le modèle ne connaîtra rien de l'Albanie, etc. Donc, mais à côté de ça, la matière première des LLM, c'est la donnée. Donc il y a des gros sujets sur la data et sur les données d'entraînement. Et beaucoup de données disponibles qu'on récupère dans des contenus open source, dits libres de droit officiellement, qu'on peut utiliser pour entraîner des modèles. Il y a énormément de données chinoises dedans, ou des données qu'on crée de façon synthétique avec des modèles chinois. Donc, ils auront une certaine vue sur Taïwan. Donc, c'est un point. Ça se regarde à plusieurs niveaux, en fait, cet aspect de souveraineté-là. Et c'était amusant de voir que là, on faisait des tests sur un des modèles qu'on a fait nous-mêmes du sol au plafond, un petit modèle qu'on a fait en à côté. Et on s'étonnait que le truc nous réponde en chinois spontanément. On dit, mais c'est quoi ce bordel? Le truc, on l'a fait nous-mêmes. Il y a un mix. Et après, en allant creuser sur la data, on s'est aperçu que, en fait. Ouais, il y a peut-être beaucoup de données chinoises en fait dans ces contenus open source où c'est pas du tout indiqué que et donc même en faisant du traitement derrière et en faisant le gros screening de data, c'est là. Il y a pas mal de sous-questions à la question. Sur la partie infra, on a aussi des demandes, nous, de grosses sociétés chinoises, donc d'hébergement et puis de design de data center pour eux. Donc ils ont une très très grosse activité. Je ne peux pas vous citer qui et ce qu'ils font avec. En tout cas, c'est la manière dont ils nous présentent leurs demandes et les communications qu'on a pu avoir ensemble. C'est assez brillant, c'est très préparé, c'est très structuré, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. On a été assez impressionnés par la manière dont ils structurent leurs demandes et la manière dont ils la présentent techniquement. Et aussi en termes de gouvernance, c'est vraiment très très bien fait. Bonjour, Sébastien Tricoire, Isart Digital. On a vu que l'Europe s'en sortait plutôt bien pour tout ce qui était énergie. Ça a l'air d'être la même chose pour tout ce qui est télécommunications, donc on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Par contre, un des manques qu'on a, c'est toute la partie fabrication hardware des processeurs et des puces en général. Je voulais savoir si, à votre avis, le fait de partir, que la Commission européenne favorise aussi les modèles plus légers, peut envisager d'avoir des fabricants de puces européens qui commencent à se lancer sur des puces plus légères, plus fines, plus simples à fabriquer. Et j'avais une deuxième question aussi sur les micro-réacteurs nucléaires. Est-ce que vous avez entendu parler de projets européens? Je sais que c'était un sujet il y a quelques années, les micro-réacteurs, et on a quand même des gros des poids lourds en termes de nucléaire en Europe. Est-ce que ça a été envisagé d'aller faire des systèmes avec des micro-réacteurs au sein de centres de calcul pour rapprocher la partie production d'énergie de la partie consommation? Alors des constructeurs de puces européens, c'est vrai que c'est un rêve qu'on a depuis longtemps.
Donc il y a des sociétés comme Cyperl qui travaillent sur la question. Je crois que ARM, ils sont anglais, je ne suis pas sûr du truc, mais on peut quand même voir qu'il y a des projets qui ont abouti, hein, parce que ARM aujourd'hui, là je reviens de la conférence OCP, donc Open Compute, il y a ARM est omniprésent, hein, c'est-à-dire qu'évidemment les architectures GPU ont le lead en ce moment et tirent un peu la couverture vers eux. Mais ARM anime énormément de projets. Et on a vu qu'avec la diversification des cas d'usage et puis effectivement la réduction de la taille des modèles ou le fait de ne plus participer à cette course au toujours plus gros, ça profite au CPU. Donc Cyperl, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais c'est une société qui continue à avancer sur son développement et il y en aura sûrement d'autres. Voilà, après, j'imagine qu'il faut aussi un soutien politique, il faut pour passer à l'échelle, hein, pour concurrencer les géants qu'on a en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, on peut pas, on part de loin, on va dire, mais ça progresse. Sur les SMR, là, je suis pas la bonne personne pour répondre. Je suis pas super bien documenté. Il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent mieux que moi. Mais je sais qu'en Angleterre, il y a une initiative là. Ils vont mettre le paquet dessus. Mais en France, il y aura sûrement moyen. Mais par contre, là, je suis pas au niveau là pour le moment. Désolé. Est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question dans la salle sur le... Oui, je vais essayer d'aider mon ami. J'ai pas voulu te dénoncer, Pierre, mais non, on a. Alors, je travaille pour Eclairion aussi. On mettra pas le SMR dans le data center. On mettra le data center autour du SMR dans une optique d'écosystème où plusieurs industries s'installeront autour d'un SMR. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le SMR, des fois, il s'arrête pour recharger le combustible. Hein, donc, on ne peut pas se passer de l'accès à la grille, hein, au réseau RTE. Hein. Mais l'idée, puisqu'on a commencé à avoir des discussions sur ce sujet-là, c'est quand même des projets à 10-15 ans, hein, c'est qu'autour des SMR se bâtiront des écosystèmes d'entreprises et les data centers ont leur place. Très clair, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. J'aurais une question liée au refroidissement. Vous avez dit, je crois, 45% ou 35% de l'espace. Voilà, c'est beaucoup plus gros que la partie IT, on va dire, en espace consommé. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est à l'air ou est-ce que c'est à l'eau? Principalement à l'eau, mais il reste du résiduel dans l'air. Je pourrais vous expliquer pourquoi, si vous voulez, mais je vous laisse finir votre question, pardon. Oui, mais ce qui m'intéressait, c'était justement parce qu'il y a beaucoup à l'air. Donc, à l'eau, comment vous traitez ce sujet? Et est-ce que vous utilisez déjà la récupération de la chaleur fatale? Et si oui, comment? Et en fait, tout à l'heure, je lisais un article qui disait qu'autour des data centers, il y a un effet un peu îlot de chaleur urbain avec des augmentations de chaleur de 2 à 9 degrés. C'est un article qui est en cours, qui n'est pas encore publié. Est-ce que vous avez aussi des informations là-dessus? Et dans quel cas, justement, il y a ces effets-là? Et juste une dernière question. Vous avez parlé de haute tension continue d'électronique de puissance. Est-ce que c'est la France qui est en avance ou au niveau de ces aspects-là de construction énergétique, etc., il y a des bons élèves autres, américains ou autres? Voilà, la France est complètement dans le match, on va dire, mais on a des concurrents partout qui font la même chose. Et comme en plus cette grosse initiative Open Compute auquel se rattachent beaucoup d'acteurs de l'IA, ou en tout cas c'est une plateforme qui a été choisie par beaucoup d'entre eux, fait que finalement tout le monde va construire un petit peu la même chose. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des concurrents étrangers comme Eaton, comme Siemens, etc., qui vont chercher à faire exactement la même chose. En fait, il faut essayer d'appliquer le standard avec 2-3 variantes à eux, mais de plus en plus, les choses vont se ressembler, on va dire. Les concurrents vont se ressembler.
Du coup, ils essaient de se diversifier, c'est-à-dire que les électriciens font du refroidissement, ils veulent faire aussi du data center modulaire, ils sont en train de tous se battre pour essayer de prendre des parts de marché par rachat massif de sociétés. Et donc tout le monde va avoir une offre qui s'étend de plus en plus vers le data center complet. Nous on regarde ça de près parce que nous on veut rester une espèce d'indépendant qui veut pouvoir choisir ses fournisseurs et faire les trucs à sa façon en tant que petite société. Mais ce qu'on voit, c'est que ces géants-là, ces équipementiers géants-là, ils deviennent multimétiers, ils deviennent tout corps d'État un petit peu si vous voulez. Et donc voilà, il y a des aspects standardisation et puis il y a d'autres gens qui arrivent sur le marché qui eux ne souhaitent pas, qui souhaitent se différencier, donc qui ne souhaitent pas forcément suivre le courant d'open compute et faire toujours des architectures propriétaires qui auraient tel ou tel avantage et qui pourraient être choisis sur tel ou tel critère. Mais on voit que pour le moment la tendance, on va dire le centre de gravité dans l'IA, c'est ces architectures open compute qui viennent avec des espèces de standards et ils sont à la fois pour la partie informatique, mais aussi pour la partie power, la partie refroidissement, et même maintenant pour le design complet du data center. Ils proposent, on va dire, des espèces d'architectures de référence que vous pouvez suivre. Voilà, et c'est très suivi par l'IA, on va dire. Donc Alors voilà, donc aujourd'hui les supercalculateurs en général et l'IA en particulier utilisent une très grosse proportion de refroidissement à l'eau. Par contre, ça, c'est, on va dire, pour les racks de calcul. Donc, ils montent à des puissances telles et ils dissipent une telle chaleur que l'eau étant un fluide avec haloporteur bien plus puissant que l'air, il est nécessaire de refroidir ces machines à l'eau, mais dans l'armoire elle-même, où il y a ces serveurs de calcul, il n'y a pas que des serveurs de calcul, il peut y avoir quelques équipements réseau, et il y a surtout des alimentations qui sont refroidies encore à air avec des ventilateurs à l'intérieur, etc. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas encore des architectures qui sont parfaites, elles progressent, mais on va dire que le ratio entre la partie refroidie à l'eau et la partie refroidie à l'air dans une armoire informatique, il peut être de 80-20 ou maintenant il va vers du 90-10, mais 10% de plusieurs dizaines de mégawatts, ça fait beaucoup de refroidissement à air, et le refroidissement à air est bien moins efficace. Donc là, on essaie d'éliminer le plus possible la partie refroidissement à air, mais malheureusement, on est obligé d'avoir des refroidissements complètement hybrides, 2 à souvent 3 maintenant types de refroidissement différents dans le même data center pour le même client, à cause de ça, à cause de cette disparité ou de ce manque d'homogénéité dans le refroidissement de l'armoire informatique elle-même. Et si, par exemple, NVIDIA et le projet Open Compute avaient mis plus de soins à éviter d'avoir ce refroidissement dans l'air, qui est bien moins efficace, hein, qui aggrave le PUE de manière assez importante, et ben ça serait comme l'avait fait à l'époque Atos et Bull ou Hewlett-Packard. Ils ont des machines très très efficaces avec très très peu d'air à refroidir. Donc malheureusement, la standardisation n'a pas forcément suivi cette démarche qui était assez vertueuse. Et ils commencent à le comprendre maintenant, donc ça va s'améliorer, mais voilà, on espère arriver vers du presque tout liquide. Pardon, je veux juste revenir rapidement sur la première question que vous avez posée en ce qui concerne est-ce que la France est en avance. Je peux donner juste rapidement un avis sur la partie de la recherche et de nombre de brevets qu'on pose sur la partie électronique de puissance, notamment par notre grande maison de CNRS. Je n'ai plus le chiffre de brevets en tête, mais je pense qu'on est bien en avance. En revanche, on est plus sur des contraintes de transfert technologique et tout ce qui est vraiment en collaboration pour passer un petit peu sur des grands comptes qui vont un petit peu accélérer, on va dire, la mise en prod de ces architectures-là. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits récemment avec la NRT pour un petit peu simplifier ce genre de collaboration des partenariats publics-privés qui, pour moi, je juge très intéressante si on veut vraiment aller en avance de fin sur ces sujets-là. Voilà. Oui, bonsoir, Jacques Paris. Le cofondateur de Mistral s'est rapproché la semaine dernière de Elon Musk pour apporter une brique de connaissances, si j'ai bien lu, sur le traitement de l'IA. Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être besoin de plus de collaboration qu'on imagine aujourd'hui ? On a une vision très fragmentée avec des grands hyperscalers américains qui sont en autonomie parce qu'ils ont beaucoup de cash et beaucoup de puissance.
Est-ce qu'on ne va pas aller peut-être plutôt vers une IA avec des briques qui s'assemblent et des savoir-faire précis, pointus qui se rassemblent? J'ai pas l'info sur ce que vous venez de mentionner là, donc je sais pas le détail de ce qui a pu être vu ou de comment est-ce que... Ok. Après sur l'aspect collaboration, là encore, l'Union européenne fait beaucoup pour essayer de mettre en place des consortiums de R&D pour aider, pour faciliter cet effort et les boîtes à collaborer. Bon, moi, d'un point de vue purement pratique, ce que je vois, c'est que c'est quand même, ça marche pas à 100% des cas là-dessus. Quand je vois un consortium avec 20 parties à l'intérieur, je me demande concrètement comment ça peut faire quelque chose. Mais il y en a pour lesquels ça fonctionne et ça avance. Après, si votre point, c'est plus de dire la collaboration entre les US et l'Europe sur les modèles, c'était ça votre question plus particulièrement ou... Est-ce qu'un seul acteur peut avoir toutes les clés aujourd'hui technologiques qui demandent Il y a une annonce qui a été faite à la GTC en mars. Donc Mistral rejoint un consortium mondial. Ça a été annoncé en grande pompe, donc c'est la conférence Nvidia, dans le consortium des Moutrons, je crois. Et puis il y a... donc voilà, voilà, je pense que ça c'est un effort qui illustre un peu, je pense, ce que vous dites, que tout le monde ne sait pas forcément tout faire et qu'il y a des spécialités diverses et variées, mais qu'à la fin on veut quand même avoir de quoi mesurer à la fois des performances et des niveaux de qualité, d'avoir un langage commun. Donc donc c'est un peu la part de benchmark, comment on benchmark tout ça et comment chaque acteur du domaine va pouvoir être mesuré pour que tout le monde puisse parler le même langage et qu'on puisse tirer les bonnes conclusions. Donc ça peut peut-être être un exemple de cette chose-là. Il y a deux éléments. Il y a l'aspect scientifique et il y a l'aspect business de l'IA générative. Sur l'aspect scientifique, vous avez énormément de collaboration. Là, tout le monde travaille ensemble, les gens reprennent les travaux les uns des autres, etc. Nous, on a des contacts avec les scientifiques aux US qui ont créé Mamba, on leur parle, etc. Et là, ça marche très très bien. Sur l'aspect distribution et vente, c'est une autre affaire. Et un des gros sujets qu'on a en Europe, c'est l'accès à la distribution et aux canaux de distribution. Quand on a des petites boîtes qui vont créer des modèles peut-être ultra innovants sur certains sujets, voilà, comment est-ce qu'elles peuvent, avec des moyens limités, toucher leur marché. Et c'est plus souvent ça le sujet qu'on a en Europe, c'est la vente, quoi. C'est plus ça le sujet à craquer. Et là, la collaboration, si on commence à mettre... Enfin, c'est plus difficile. On se prend une dernière question avant de passer au cocktail. Bonjour, Eddy. Je suis indépendant mais aussi expert au sein de Cap Digital. Pour rebondir sur le point, il y a notamment deux sujets pour moi qui sont très problématiques actuellement. C'est la problématique de l'intégration des modèles dans les entreprises, qui finalement est le principal frein. Et donc finalement il y a cette réalité de savoir, non pas uniquement savoir faire de la data science, mais savoir faire de la vraie intégration. Le deuxième, c'est le coût de l'inférence. Aujourd'hui, il y a le coût du token qui finalement remplace le TP. Donc comment aujourd'hui, quelle est votre vision là-dessus? Comment vous amenez finalement des nouveaux modèles business là-dessus? Et quelles sont votre vision sur l'avenir de ces deux points-là? Et un troisième, si vous voulez, c'est comment vous calculez l'impact de l'évolution de la température sur vos propres infrastructures? Bon, je te laisserai répondre sur la température. Mais... Donc aujourd'hui, on essaie d'être le plus vertueux possible, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le meilleur PUE, le meilleur WUE, donc la meilleure utilisation d'électricité, meilleure utilisation de l'eau. Si on peut faire de la réutilisation de chaleur fatale, parce que j'ai pas répondu à madame tout à l'heure, mais on
on adorait le faire, mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est un challenge extrêmement compliqué et c'est confirmé dans toutes les conférences, à part si vous avez la possibilité de vous mettre en centre-ville, en sous-sol et d'avoir une distance de tuyauterie suffisamment faible pour chauffer des bâtiments, vous pouvez pratiquement rien faire. Mais il y a beaucoup de recherche qui est en train de se faire et on espère que ça pourra se développer de manière crédible. Par contre, la gestion du froid, c'est une vraie science et c'est un énorme travail. Et sur chaque projet sur lesquels on travaille, c'est fait de manière extrêmement précise. Là, on a 2 ou 3 réseaux de froid différents pour le DLC, pour le refroidissement liquide, et on peut avoir plusieurs types de refroidisseurs adiabatiques, par exemple, qu'on va faire fonctionner différemment pour l'été et pour le reste de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir des chaînes de froid qui vont prendre en compte des variations climatiques sur des périodes courtes, comme l'été par exemple. Là, nous, on a la chance d'avoir un climat tempéré, où avec les régimes de température des machines d'aujourd'hui, qui sont des machines, des GPU qui peuvent tourner à très haute température, donc on arrive à les refroidir à l'eau tiède, en fait, c'est déjà un beau progrès, et cette température de fonctionnement ne fait qu'augmenter, donc ça marche bien pour nous. Par contre, l'été, s'il fait trop chaud, on aura du mal à garder la salle au frais et les machines au frais, donc rien que pour ces, on va dire, 1500 heures à l'année, une année ça fait à peu près 8700 heures, il y a peut-être 1500 heures dans l'année où on va devoir activer de manière différente nos équipements de refroidissement et utiliser un peu d'eau ou pulvériser un peu d'eau sur des médias adiabatiques pour forcer le refroidissement des installations. Et on voit qu'à chaque projet, on va construire quelque chose d'un peu différent, qui va être réglé de manière différente, et tout ça c'est documenté, c'est calculé, et c'est assez compliqué parce que c'est des abacs, c'est des choses qui ne sont pas linéaires. Donc on a, on va dire, des méthodologies avec nos experts du refroidissement pour prendre ça en charge à chaque fois et le faire de manière extrêmement précise, parce que c'est des installations qui sont énormes, avec des kilomètres de tuyaux, un nombre de pompes et de vannes et de sensors, enfin de capteurs qu'il faut mettre partout, qui est absolument colossal. On parle de dizaines de milliers de petits équipements à rajouter à toute cette tuyauterie et à toutes ces grosses installations. Donc c'est du coût humain. Ça, c'est vraiment la partie, c'est le corps de métier qui est le plus compliqué dans notre activité. Ah mais exactement, et le taux de charge de la machine, on aimerait le connaître dès le départ. Par contre, il n'est pas chez nous, c'est l'utilisateur qui va le faire, et puis il va dépendre des middleware ou des intergiciels d'orchestration et d'ordonnancement de calcul. C'est toute une chaîne qui part de logiciels. Et le client est très secret. Nos clients, ils sont naturellement secrets sur les taux de charge qu'ils ont. Et si ça ne marche pas, ils n'ont pas trop envie de le dire. Si ça marche très très fort, nous, on pourra peut-être le mesurer sur nos on peut mesurer la consommation électrique. Et puis, on est tout le temps en surveillance de tous nos appareils. Donc, on a moyen de le savoir. Observer les profils de charge sur la partie power et puis comment réagissent les systèmes de refroidissement. Et il y en a toute une chaîne, c'est assez compliqué. Il y en a qui sont à l'extérieur du bâtiment, il y en a qui sont à l'intérieur des salles, etc. Donc il y a toute une cascade d'éléments de refroidissement. Tout ça, c'est remonté dans un système de supervision et de gestion, et soumis à des alertes, etc. Et donc, on essaie d'en connaître le maximum. Déjà d'en prévoir le maximum en phase de build, et puis après en phase de run, on observe tout et on s'assure que ça reste bien dans les clous, quoi. Et pour les deux premières questions, donc, on a un peu couvert ça tout à l'heure quand on parlait comment on passe du POC à la prod. On a parlé aussi du sujet de charger au token par un appel API.
Bon, si on regarde les cas d'usage principaux aujourd'hui de l'IA générative, on met de côté l'aspect bureautique. On regarde les aspects métiers de l'IA générative. Le premier cas, c'est pour faire du code. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Claude Code a un tel succès aujourd'hui et où le créateur gagne de l'argent avec ça. Ensuite, l'autre élément, l'autre grand cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, c'est le fait de pouvoir questionner en langage naturel de la donnée non structurée. Ce qui est génial, c'est parce que du coup ça permet en entreprise de questionner ses contrats pour aller chercher des informations, pour faire de la gestion de connaissances en interne. Et c'est ça qu'on voit comme étant beaucoup une forte demande aujourd'hui, où beaucoup de gens se questionnent sur comment faciliter ça, à tous les niveaux. Ça peut être sur la connaissance produit, c'est mettre en relation les équipes qui produisent du contenu avec celles qui consomment ce contenu. Et donc ça c'est là où il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur des systèmes de RAG. Un système de RAG, ça va au-delà du LLM, c'est toute une technique autour. Il y a le modèle qui est là, mais il y a aussi comment est-ce qu'on vectorise la base de documents, la base documentaire, comment est-ce qu'on la convertit en vecteur, comment est-ce qu'on va aller chercher l'information par rapport aux questions qui sont posées, est-ce qu'on met en place des lexiques propres. Donc là, en fait, il y a tout un travail au-delà du fait de c'est quoi votre cas d'usage, qui vont utiliser ça, toute la partie professional service de conseil qui a besoin d'être là pour mettre ça en place. Après, il y a la création de tout ça, et puis ensuite, il y a le LLM aussi qui arrive, et le modèle qui arrive derrière pour intégrer ça et faire de la jolie réponse aux questions. Et en fonction du type de contenu, c'est là où on ne va pas vouloir balancer ça à l'extérieur, où on va vouloir le tenir en interne, où on fait une sélection au départ de ce qui est confidentiel et de ce qui ne l'est pas, et de maîtrise des coûts par rapport à ce qui part à l'extérieur. Mais c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir là-dessus. J'aimerais bien compléter par la partie de la data. Il ne faut pas la négliger, c'est un levier stratégique. Et aujourd'hui, en tout cas, plusieurs organisations, enfin plutôt en tout cas les ETI, c'est avec eux que je discute beaucoup sur ces enjeux-là. C'est un levier stratégique et il faut avoir vraiment des bonnes pratiques de la donnée, de savoir comment on la stocke, comment on la structure, parce qu'au final, c'est elle qui va être le fuel de tous ces modèles-là. Et si on n'est pas vraiment dans une vision avec des profils de Head of Data ou Data Manager qui vont venir vraiment structurer vraiment cette partie-là, toute la chaîne de valeur, au final, elle va rester quand même fragile malgré tout, malgré qu'on utilise des modèles pré-entraînés, mais on va toujours vouloir réentraîner pour augmenter des performances, etc. Donc pour moi, la data, c'est un enjeu et un levier stratégique pour les organisations. Voilà. Super, je pense qu'on va en rester sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Merci pour la qualité des échanges, merci pour la franchise, la transparence, pas de langue de bois. Olivier, vous féliciterez votre tante pour nous, pour ce bel exit, vous ne manquerez pas. Quant à nous, on va ouvrir le cocktail et on vous donne rendez-vous très très rapidement pour une prochaine édition de Haute Densité. Merci d'être venus si nombreux ce soir et à très bientôt.